Bien, bonsoir bonsoir à tous. On a cette soirée donc qui s'intitule Promenade cosmique ou encore Promenade cosmique des cinq sens, qui vous a sûrement semblé un titre assez mystérieux. Ça vous a peut-être donné envie de voir de quoi il s'agissait de plus près. Et je vais vous dire, non, je vais vous raconter ça. Vous savez, quand on a ceux d'entre vous qui étaient au stage à Limoges, donc au château de Ligourd, on a beaucoup parlé de remplacer la peur par la curiosité. Que c'est un des premières choses que premières propositions que j'ai fait, et on en a reparlé tout au long du stage. Et ça, on va le développer ici. On va le développer ici. Alors, d'abord, je voudrais parler un tout petit peu du principe du cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? Le cinéma, c'est un ensemble de perceptions visuelles et auditives qui finalement sont organisées en une sorte de scénario. Vous avez tout un tas de sons, d'images, mais voilà, c'est pas au hasard qu'elles arrivent. Elles forment un espèce de scénario cohérent qui donne l'illusion d'un temps, d'un espace, de personnages bien vivants qui ont tout un tas d'histoires entre eux, hein. Et puis, bien sûr, tout le spectacle a un début et une fin. C'est vraiment le principe du cinéma. Ok. Et bien sûr, euh, ça serait un petit peu ridicule de croire que le cinéma est réel, qu'il est réel, que le temps c'est du vrai temps, le temps du film est un vrai temps, que l'espace qu'il y a dans le film est un vrai espace, etc., etc. Et de s'identifier au personnage et de pleurer parce que c'est fini et que c'est affreux, etc. Hein, c'est assez évident. Donc, euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il se passe exactement la même chose pour nous dans notre existence, dans l'existence actuelle. Pourquoi? Hein. Parce que si vous regardez quelle est notre expérience, ben, notre expérience, c'est simplement un univers de perception. Vous avez des choses que vous voyez, que vous entendez, alors après, il y a les autres sens, évidemment, hein, qui interviennent, proprioception et tout, enfin, il y a toutes les perceptions qu'on peut avoir. Et tout ça, en fait, ça semble en tout cas être organisé en un tout cohérent. Hein, et puis il y a des personnages, effectivement, on a l'impression qu'il y a moi, qu'il y a d'autres personnages, qu'on peut avoir des tas d'histoires et de relations, des tas d'émotions aussi, et puis que c'est bien sûr tout ça, ça a un début et une fin. Hein, voilà. Donc vous voyez que ça ressemble pas mal en fait finalement à l'exemple du scénario du cinéma. Et c'est pas pour rien que beaucoup de maîtres hindous et bouddhistes quand ils ont arrivé en Occident pour la première fois, ils ont vu la télévision et le cinéma, et ils ont dit, il n'y a rien de plus merveilleux pour expliquer le principe de l'illusion. Donc, la proposition que je vous fais ce soir, c'est de voir l'existence comme une promenade cosmique des cinq sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, eh bien, on a un ensemble de perceptions des cinq sens et voilà, qui forment un déploiement, en quelque sorte, un déploiement d'histoire, etc., etc. Et tous les maîtres spirituels orientaux disent que attribuer à tout ça une réalité objective, croire au scénario comme si c'était une réalité, croire en l'existence des personnages, de moi, de l'autre, etc., eh bien, c'est la racine de l'illusion. C'est précisément ça, à la racine de l'illusion. Alors, ils ont un exemple traditionnel dans le bouddhisme, c'est l'exemple de la corde et du serpent. Vous arrivez dans une pièce sombre et vous voyez une corde bariolée et vous croyez que c'est un serpent. Hein, et donc vous paniquez et voilà, vous êtes en proie à des tas d'émotions, vous êtes affolé, etc. Hein, jusqu'à ce qu'on ouvre la lumière et qu'on vous rendez compte que c'est juste une corde bariolée qui traînait dans un coin. Donc c'est typiquement ça l'histoire. Hein. Et alors, figurez-vous que c'est intéressant cette histoire de la réalité objective parce que si on le relie à la physique quantique, c'est une des grandes découvertes de la physique quantique. Avant la physique quantique, les scientifiques pensaient que le monde était une réalité objective, qu'on voyait, tout le monde voyait la même chose, et que donc, voilà, il y avait une réalité objective qui est indépendante de l'observateur, et c'était le fondement de ce qu'on appelait le réalisme scientifique. Et ça a duré jusqu'en 1900. Et quand la physique quantique est arrivée et qui a dit, bah, finalement, on est incapable de définir une réalité indépendante de l'observateur, c'est même absurde, paradoxal de poser l'existence d'une réalité qui sera indépendante de l'observateur. Tout ce qu'on peut faire, c'est observer, c'est mesurer.
faire des mesures, faire des observations, mais on ne peut pas dire ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est vraiment très clair en physique quantique. Et d'ailleurs, ça a suscité beaucoup de débats, hein, le fameux débat entre Bohr et Einstein en particulier. Einstein qui était réaliste, qui pensait qu'il y avait un monde bien solide, indépendant de l'observateur quand même, et Bohr qui, bah non, qui disait non, la physique quantique nous dit le contraire. On sait maintenant que c'est Bohr qui avait raison, ça a été prouvé. Et, euh, et voilà, hein. Donc vous voyez que du point de vue scientifique, on peut aussi arriver au fait que finalement, il n'y a que des perceptions. Il n'y a pas une réalité objective derrière tout ça. Ça, c'est un premier point. Et puis, euh, et finalement, hein, finalement, donc, croire en cette réalité objective, on dit que c'est la racine de l'illusion. Et qu'est-ce qu'on peut faire à l'inverse? Ben, à l'inverse, c'est simplement reconnaître justement que tout ce monde des phénomènes, hein, c'est-à-dire ce déploiement ce que j'appelais le cinéma des cinq sens ou la promenade cosmique des cinq sens, eh bien, c'est justement le déploiement de la clarté originelle. C'est-à-dire que dans l'instant présent se déploie tout ça, hein. Et l'instant présent, lui, il n'a ni âge, ni limite, ni forme. Voilà, il est complètement ouvert. Et dans cet espace-là se déploient tous ces phénomènes. Ok. Mais vous allez voir que c'est plus difficile qu'on le pense. Pourquoi? Parce que même au cinéma, hein, pourtant au cinéma, on sait que c'est une illusion. On paye pour voilà pour avoir un spectacle évidemment d'illusion. Regardez à quel point ça nous affecte malgré tout. Hein, on peut se rendre. Il y a des films qu'on ne supporte pas de voir, alors qu'on sait que c'est que de la lumière et de la couleur, donc et du son. Donc à plus forte raison dans notre monde à nous, hein, dans notre existence, on a des très très fortes tendances inconscientes, ce qu'ils appellent les bakchas en tibétain, les samskaras en sanskrit, c'est-à-dire les tendances inconscientes très très fortes, qui justement s'approprient complètement cette réalité phénoménale en lui attribuant tout un, à la fois un sens, et puis surtout des tas d'émotions extrêmement fortes. Il y a des choses qu'on déteste, dont on a horreur, il y a des choses qu'on adore, etc. Enfin, il y a tout voilà, cette programmation émotionnelle extrêmement puissante qui nous possède en fait, hein. Donc, c'est facile de dire, intellectuellement, à la limite, on peut adhérer à ce que je raconte, mais ça va être plus difficile, évidemment, quand les choses vont arriver, hein. Quand les situations vont arriver. Mais finalement, concrètement, ça débouche sur quoi ça? Parce que vous allez dire, c'est un petit peu un peu planant ce que je raconte. Alors, si vous voulez savoir concrètement, ça s'applique extrêmement bien concrètement. Parce que si effectivement vous êtes devant un cinéma, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben, d'apprécier le cinéma sans vous impliquer comme si c'était une réalité, hein, sans vous identifier au personnage, etc. Simplement l'apprécier avec du recul, hein. Et puis évidemment, s'apercevoir que c'est juste une belle fiction, donc il n'y a pas toute cette histoire de début, de fin, de mort, il y a beaucoup de morts souvent dans les films, etc. Bon, voilà, c'est juste, ça fait partie de la fiction, hein. Et donc là, ce qu'on vous propose effectivement en méditation, c'est de devenir ami avec ce monde des phénomènes, de le laisser complètement être sans interpréter, sans s'impliquer dans les pensées, les émotions, les histoires, hein. Donc finalement, ça revient à cette attitude-là, hein, à relâcher la saisie des choses comme si c'était des réalités. Voilà, donc ça c'est très beau et en plus, ce qui est important là-dedans, et ça le Dzogchen le dit très bien, c'est qu'en fait, de la même façon que le cinéma c'est de la lumière, hein, la lumière qui a été utilisée pour après mettre des couleurs, etc., des personnages, mais au départ c'est juste de la lumière, et bien de la même façon, ce qu'on vous dit dans le Dzogchen, c'est que tous les phénomènes perçus, c'est rien d'autre que le rayonnement de Rigpa, c'est-à-dire c'est que de l'amour en fait. C'est de l'amour, c'est de la pure lumière, c'est de la lumière qui s'exprime sous forme, de couleurs, de pensées, d'être, etc., etc. Et ça, vous voyez, je ne sais pas si vous sentez, mais en termes chrétiens, ça se présente très bien. Il faut dire simplement que la création, c'est l'amour de Dieu, simplement, tout simplement. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. C'est exactement la même chose que de dire que le monde phénoménal est de déploiement de Rigpa. Vous voyez, c'est deux formulations qui sont tout à fait identiques, hein. Et je trouve, et moi je trouve que Thich Nhat Hanh, par exemple, ce maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, exprimait très bien ça. Le fait que la pleine conscience, c'est de l'amour, en fait.
hein. J'en ai parlé hier dans un autre webinaire, une méditation guidée pour un autre groupe là, et je devais normalement présenter la pleine conscience, et j'ai dit que le plus important c'était ça en fait, c'est que la pleine conscience c'est vraiment un acte de compassion, c'est un acte d'amour en fait d'être présent. D'ailleurs, quand on dit qu'on est présent pour quelqu'un, quand on dit qu'on est là, on est là pour quelqu'un, hein, quand on dit qu'on est attentionné, tout ça, vous voyez bien que ce sont des mots qui ont une connotation très forte d'amour et de bienveillance. Donc la présence, c'est aussi de l'amour et de la bienveillance. Et c'est ça qu'on va explorer hein, aujourd'hui. C'est comment voir effectivement tous les phénomènes, toute notre présence au milieu du monde des phénomènes, comme un acte d'amour en réalité. Ou de, enfin, si le mot amour vous paraît trop fort, vous pouvez dire que c'est un acte de bienveillance, un acte d'amitié, vous pouvez l'employer différemment, comme vous voulez. Et enfin, avant de commencer la méditation, je voulais vous parler aussi d'un autre élément, c'est ce que dit le livre des morts tibétain pour la mort. Dans le livre des morts tibétains, on vous dit qu'après la mort, vous pouvez avoir des tas de visions. Des visions qui peuvent être paradisiaques, qui peuvent être extraordinairement belles, et puis aussi éventuellement des visions horribles ou terrifiantes, etc. Parce que ces visions ne sont que la projection justement de l'énergie de l'esprit. Et il vous dit, n'aie pas peur. La phrase clé du livre des morts tibétains, c'est n'aie pas peur. Ce n'est qu'un déploiement de ton propre esprit. Tout ça n'est qu'un déploiement de ta conscience originelle. Hein, toutes ces visions, eh ben, elles ne sont pas réelles. Il n'y a absolument pas d'abîme, de monstre, rien du tout. C'est simplement un déploiement lumineux. Et si tu le réalises, si tu le prends comme ça, à ce moment-là, on est libéré. Hein, on atteint l'éveil instantanément si on est capable de le voir comme ça. Et par contre, si évidemment on le prend comme une réalité, on a peur. Et alors là, la peur nous emmène éventuellement dans d'autres renaissances mauvaises. Hein, c'est pour ça que j'ai commencé la soirée en disant plutôt la curiosité que la peur. Hein, c'est-à-dire de lâcher. Vous savez que la peur, c'est vraiment, dans le livre des morts tibétains, la peur, c'est vraiment l'émotion la plus forte, disons. Et on touche directement ce thème d'avoir peur, quoi, d'avoir peur parce que on prend les choses comme étant une réalité. Voilà, donc pour résumer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir ami avec le monde des phénomènes. Arrêter de considérer le monde des phénomènes comme quelque chose de menaçant, et de menaçant ou d'effrayant, etc. Mais simplement entrer dans une pleine conscience détendue et où on s'apercevra progressivement que tout ce qu'on prenait pour des réalités objectives ne sont que de simples phénomènes qui traversent la conscience. Et vous savez que le mot phénomène, ça vient de phos, hein, qui en grec veut dire lumière. Donc en fait, un phénomène, c'est avant tout, c'est de la lumière en fait, c'est de la lumière. Hein. Donc c'est voilà, c'est cette espèce de qualité, cette qualité euh, d'amitié avec le monde phénoménal. Hein, voilà, que je vous invite à voir ce soir, à expérimenter un petit peu ce soir. Et donc, on va maintenant commencer notre méditation. Alors, je vous propose de faire le petit exercice, toujours une roue avant, pour ceux qui connaissent le principe. Hein, c'est un exercice de Qigong, d'étirement, c'est un simple étirement. Donc, on va faire ensemble, pour ceux qui le veulent. Sinon, si vous ne connaissez pas l'exercice, vous pouvez simplement vous étirer. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, on se met on rentre dans nos doigts, dans la conscience des dernières phalanges, et on va faire étirer successivement le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, orienter avec le pouce, fléchir légèrement et diriger. Diriger, et les doigts et le nez nous montent, nous montent très haut. Les doigts et le nez nous emmènent le plus haut possible, n'hésitez pas à aller très haut. Et on relâche, et de nouveau, on étire chaque doigt, on oriente, on fléchit, les doigts nous montent encore vers le haut, et puis descendent, la tête reste en haut, on reste bien dans nos doigts, dans la conscience corporelle des doigts, dernière phalange, et on revient.
Et vous pouvez prendre juste quelques secondes pour apprécier la, le regain d'espace et d'énergie que l'exercice vous donne. Et donc on va se rasseoir maintenant tout de suite pour notre méditation. Et nous allons prendre conscience de l'assise, notre assise. Le contact des pieds sur le sol, peut-être le contact des jambes aussi si vous êtes assis sur le sol, et puis le contact du bassin sur le coussin. Et la bouche est légèrement entrouverte. La bouche est légèrement entrouverte et la respiration est complètement naturelle. Et nous allons laisser de côté les pensées du passé, tout ce qui peut nous rappeler le passé. Nous allons laisser de côté les pensées liées à l'avenir, toutes les affaires en cours, toutes les inquiétudes ou les préoccupations liées au futur, les activités mentales liées au futur. Et nous allons entrer dans le monde, le jardin de l'instant présent. Nous sommes complètement disponibles, ouverts à l'instant. Et cet instant présent, est-ce qu'il a un âge? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Cet instant présent? On constate tout de suite que l'instant présent n'a pas d'âge, qu'il est éternellement frais, éternellement neuf. À chaque instant, il est complètement neuf. Et est-ce que cet instant présent a une limite? Est-ce qu'il a une forme ou une limite? Non, parce qu'il peut tout contenir, absolument tout. Il est comme une immense vitre transparente qui pourrait illimiter, qui pourrait donc, où tout peut apparaître, tout l'univers peut apparaître librement. Et donc, on peut se détendre profondément dans cet instant présent illimité. On peut se détendre. Et donc, à chaque expire, on peut relâcher toute saisie, relâcher toute activité mentale et s'abandonner en quelque sorte à cette présence pure de l'instant.
Et ça, c'est très tangible à chaque expire. Et nous allons maintenant prendre conscience de nos deux pieds. Sentez bien vos deux pieds, les sensations physiques. Sensations, information sensorielle des deux pieds, puis des talons, puis des mollets, des tibias, des genoux, et sentez à chaque fois que cette pleine conscience des parties du corps, c'est un acte de bienveillance, d'intimité, de tendresse avec nous-mêmes, envers nous-mêmes. C'est comme si on massait délicatement les membres d'un petit bébé pour lui faire du bien. C'est comme un massage intérieur en fait. Conscience des cuisses, conscience de tout le bassin, les fessiers, le contact avec le siège, du bas-ventre, comme l'abeille qui butine et qui va de fleur en fleur pour butiner, de la même façon la pleine conscience se pose successivement, délicatement, sur ces différentes parties du corps. Tout le bas du dos, tout le bas du dos. S'il y a des sensations d'inconfort ou de petites douleurs qui peuvent exister, eh bien, on les voit comme de simples informations sensorielles et on les laisse là, sans les juger. C'est juste simples signaux sensoriels qui traversent la conscience et on les laisse. On a la conscience du ventre. Le ventre se gonfle doucement et se dégonfle doucement avec le souffle, comme si vous regardiez un bébé dormir dans son berceau. Vous voyez son petite couverture qui monte et qui descend imperceptiblement. C'est une attention très douce, très douce. Le souffle est très léger, naturel, relâché, léger. Et notre conscience devient comme un immense lac tranquille qui, la nuit, reflète toutes les étoiles. Et les étoiles, ce sont nos sensations corporelles. Sensation de la poitrine,
À gauche, il y a le cœur. Peut-être pouvez-vous très légèrement entendre ou sentir battre le cœur, ou peut-être pas. Les poumons qui se gonflent et se dégonflent avec le souffle. Tout le dos, le haut du dos et les épaules. Si vous ressentez des tensions, ce sont de simples sensations qu'on accueille. Les bras, sentez les bras, les coudes, les avant-bras, poignets, les mains, les deux mains, le cou, sentez bien le cou, la gorge, l'air qui passe dans la gorge, le menton, toute la bouche, les joues, les oreilles, le nez, les deux yeux, caressez bien les globes oculaires avec la pleine conscience, l'intérieur des yeux. Sentez à quel point ça fait du bien quand on place sa conscience dans une zone, ça l'irrigue, ça l'attendrit, exactement comme quand on porte une attention envers quelqu'un, une attention bienveillante envers quelqu'un. L'arrière de la tête, les tempes, le front, le sommet de la tête, toute la tête, toute la tête, tout le tronc et les membres supérieurs, tout le bassin et les membres inférieurs, tout le corps, tout le corps. Tout le corps, c'est tout le champ des fleurs que l'abeille a butiné, toutes ces sensations qui sont là, parfaites comme elles sont, et qu'on peut juste laisser être. Et nous allons de nouveau reposer dans cet instant présent que nous n'avons jamais quitté.
revenir à cette présence qui est toujours fraîche, toujours nouvelle, toujours jeune. On reste légèrement attentif au souffle qui va et vient. On lâche les pensées, on les laisse partir sans les suivre. Et on reste simplement dans cette très légère attention au souffle. Et en même temps, cette appréciation de cette présence fraîche, comme un premier matin du monde à chaque seconde. Et au sein de cette présence, toutes les sensations corporelles, toutes les pensées, toutes les émotions prennent leur place sans problème. Et dans cette paix, dans cette confiance, on peut relâcher totalement, s'abandonner totalement. Le fil de l'attention au souffle et la confiance et l'abandon total à cette conscience primordiale. Et bien sûr, s'il y a des pensées qui vous embarquent, qui vous racontent une histoire. L'histoire est très bien comme elle est, c'est simplement une histoire, donc on peut la laisser de côté. Inutile de lui accorder beaucoup de crédit. Et on revient simplement à l'attention au souffle et à chaque expiration, à cet abandon. Et vous pouvez sentir que dans cet arrêt de l'activité mentale, il y a, d'une façon à la fois lointaine, ténue mais parfaitement certaine, une paix inconcevable, une paix très profonde. Et on peut jouir de cette paix si simple, si immédiatement accessible.
Si vous êtes distrait pendant quelques secondes, à un certain moment, il y a comme une fraîcheur nouvelle, une clarté nouvelle qui revient, et vous restez dans cette fraîcheur nouvelle. Et le fait de s'identifier à la dissolution de l'expiration nous permet de continuer à rester là, à ne pas être de nouveau pris par le cinéma, par le scénario. Chaque fois qu'il y aurait une tendance de nouveau à s'approprier les perceptions, à en faire une histoire, à évaluer, à juger, à commenter, expiration, dissolution, espace, arrêt, repos.